Bonjour à tous et bienvenue à Rio de Janeiro. Nous sommes le 4 juillet 2022 et je suis Sébastien Lièvre. Je fais partie du temple bouddhiste à Jancheda Preya, mais vous aurez bien remarqué qu'effectivement j'ai une forte connotation taoïste de base qui me permet, parce que la conscience et la compréhension du yin et du yang vous permet d'embrasser le monde. Donc c'est pour ça que c'est la philosophie d'Extrême-Orient, ce qui est la source de beaucoup de choses. Et c'est vraiment quelque chose que vous pouvez partager avec tout le monde. Si je vais en plein milieu de l'Australie et que je me retrouve avec des aborigènes, je pourrais discuter avec eux du yin et du yang, mais bien sûr j'utiliserai d'autres mots, parce que c'est partout sur la planète que l'on peut rencontrer tout ça. Et c'est un moyen très simple d'entrer en contact avec tout ce qui est autour de vous et aussi avec ceux qui sont autour de vous. Donc voilà, ça c'est petite parenthèse terminée sur le taoïsme. Je reviens un petit peu au sujet d'aujourd'hui et je vais le commencer par vous répéter la phrase de Monsieur Bertrand Russell. Alors Monsieur Bertrand Russell, pardon, c'est un grand philosophe du XXe siècle que je ne connaissais absolument pas, mais j'ai bien aimé ce qu'il a écrit. Par contre, je me suis renseigné un petit peu sur sa philosophie. J'avoue que j'accroche vraiment pas du tout. On entre, à mon avis, dans le monde de la quantité et non plus de la qualité. Et voilà, j'ai voulu quand même creuser un petit peu, savoir qui il était. Et c'est normal que je ne connaisse pas ce monsieur parce que ça ne correspond pas du tout à ma façon de voir le monde. Mais ce qu'il a écrit est très intéressant. Donc je vous le lis. La peur collective favorise l'instinct grégaire et la cruauté envers ceux qui n'appartiennent pas au troupeau. Bienvenue dans le monde des groupes. Voilà, tout ce que je vais vous exposer dans les minutes qui suivent. C'est vraiment un sujet que j'ai abordé dans mon livre Le bocal et les cacahuètes, parce que quelque part ça en faisait partie. Et cette notion de groupe, de la comprendre, de comprendre ce qui nous fait aller à l'intérieur d'un groupe, pourquoi, et ensuite tout ce qui va pouvoir en découler. Quand on parle de cette cruauté envers ceux qui n'appartiennent pas au troupeau, on est vraiment dans ces notions de groupe et je vais donc vous reparler un petit peu de tout ça. Je me souviens d'une vidéo où on avait parlé des boîtes. Je nais dans une boîte qui s'appelle l'hôpital. Ensuite, je vais me retrouver dans ma boîte qui va être ma petite chambre où on m'a mis une petite boîte qui s'appelle un berceau. Je vais grandir et être éduqué dans une autre boîte qui est l'école. Pour changer de boîte ensuite, pour aller ensuite au collège, puis je rechange de boîte. Je vais au lycée, je vais dans une boîte au collège et au lycée parce que c'est un bus ou c'est une voiture ou un métro. Et ensuite, eh bien, je vais trouver une boîte pour travailler et je vais créer une autre boîte qui s'appelle une famille. Et tout ça pour terminer, évidemment, à la fin dans une belle boîte en bois où mon corps pourra finir son cycle. Voilà, donc ça c'était les boîtes. Mais sachez que le groupe est une boîte. Donc je vais encore parler des boîtes et donc des groupes. Et nous allons essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Alors tout d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vous remets le contexte. Une fois de plus, je réenfonce le clou. Pourquoi nous vivons ça aujourd'hui? Ensuite, il suffit d'observer le monde pour voir ces boîtes. Je vais vous parler de la spontanéité, de la fixité, parce que quelque part, pour moi, c'est l'inverse de la spontanéité. Comment elle disparaît. On va parler un petit peu de la qualité et de la quantité, parce qu'en fait, tout ça découle de l'un et de l'autre. Écoutez quelqu'un, non pas pour répondre à ce qu'il dit, mais juste comprendre ce qu'il dit. Ensuite, nous allons aller vraiment dans cette histoire de groupe, la création des groupes, pourquoi il y en a autant aujourd'hui. Voilà, toutes les vidéos que je fais, elles ont un sens. C'est pas moi qui le décide. Moi, je suis juste un outil et les choses se passent à travers moi. Alors, je fais pas du channeling, je suis vraiment dans ma spontanéité. Et vraiment, je me rends compte que les vidéos que je fais les unes après les autres découlent les unes après les autres. Je vous ai parlé d'individualité dans la vidéo d'avant. Et bien, en fait, quelque part,
on va retomber un petit peu là-dedans parce qu'il y a perte de l'individualité. Quand nous sommes dans un groupe, il y a perte de cette individualité pour aller vers l'individualisme, qui est une espèce de compensation quelque part de cette perte de l'individualité. Donc voilà, je vais vous parler de ça aujourd'hui, ça va prendre une petite vingtaine de minutes je pense, et puis voilà, ça sera intéressant d'avoir cette vision-là pour observer ce qui se passe autour de nous. Et j'insiste vraiment sur l'observation de ce qui se passe autour de nous. Observer pour écouter, non pas pour répondre, mais répondre avec nos propres filtres, mais juste observer sans filtre ce qui se passe autour de nous. Et pour cela, pour observer sans filtre, il ne faut pas être dans un bocal. Parce que si vous êtes dans un bocal, vous avez une espèce de paroi autour de vous qui fait que vous ne voyez pas très bien. Donc du coup, c'est vraiment très important de sortir de ce bocal. C'est ce que vous invite à faire le Dzogchen, le Zen, de façon quand même très rapide et droite et directe. Et puis ensuite, vous avez la gnose, la connaissance, ou en accumulant une connaissance du monde et de l'articulation du monde, vous pouvez aussi sortir un petit peu de votre bocal. Donc voilà un petit peu ce qui est partagé dans ce temple bouddhiste. Chacun à sa façon, Pascal à sa façon, Nicolas à sa façon, moi la mienne. Et voilà, chacun va parler, à mon avis, à des personnes différentes. Donc ça crée quelque part une espèce de complémentarité. Et ce n'est sûrement pas un hasard si on se retrouve tous les trois à partager des choses sur YouTube, tout simplement. Chose qu'on fait d'habitude dans notre vie aussi, hein, mais on va dire qu'on a aussi des moyens technologiques, alors pourquoi pas, on est fait pour ça, passer de l'information, eh bien on fait notre job et on le fait aussi grâce à YouTube, quoi qu'on en dise. Il y a des avantages et des inconvénients à chaque chose. Donc nous vivons une époque fantastique, une époque formidable. Cette époque est une époque où notre petit ego n'a jamais été autant resserré sur lui-même. Il y a des raisons métaphysiques, des choses qui nous dépassent, des énergies qui sont autour de nous, qui créent ce phénomène et cette réaction. Et ce que nous voyons aujourd'hui autour de nous, eh bien tout simplement, n'est qu'une réaction à ce qui nous environne. Alors bien sûr que comme tout cycle, il y a des effets, et il y a des hauts et il y a des bas. Et puis là, effectivement, nous sommes dans, je ne sais pas si on peut dire un haut ou un bas, ça n'a aucune importance pour moi. Ce qui est sûr, c'est qu'on est dans un extrême, d'accord? Et un extrême va attirer son opposé, qui va refaire modifier le cycle, etc., etc., etc. C'est ce qui passe au cours d'une journée, c'est ce qui se passe au cours d'une vie, c'est ce qui se passe au cours d'une société, et c'est ce qui se passe au cours du cycle de l'univers, sûrement. Il n'y a pas de raison que ça soit différent pour l'univers. Ce qui se passe dans le petit se passe dans le grand. Ce qui se passe au cours d'une journée dans votre vie se passe au cours de votre année, puis se passe au cours de votre vie, se passe au niveau d'un groupe d'humains dans leur expérience aussi, et tout ça n'est que cycle. Donc ça, c'est le contexte. Donc ce contexte, il pousse à une espèce de contraction de la matière, et cette contraction de la matière, elle se matérialise dans nos vies par un phénomène de contraction de l'ego. C'est-à-dire que l'ego s'endurcit. C'est comme une induration à l'intérieur de nous et une forme de concentration de l'énergie sur l'ego. Ce qui veut dire que tout ce que l'on vit aujourd'hui, quand même, va beaucoup vers ce resserrement. Alors ça peut être utilisé à bon escient si on l'utilise dans le retour vers soi et non pas vers moi. Hein, je fais bien la différence entre les deux, mon petit moi et puis le soi, c'est-à-dire tout ce que je suis à l'intérieur de moi. Donc ce phénomène va entraîner le fait que la conscience est focalisée sur quelque chose. Si vous vous focalisez sur quelque chose, eh bien vous perdez la vision globale des choses. Et c'est vraiment cela qu'il faut comprendre, cette focalisation que l'on a aujourd'hui dans notre spécialisation, hein, que ce soit au niveau des professions, au niveau de plein de choses, eh bien en fait nous fait perdre cette vision globale des choses. Et je regrette souvent que ceux qui étudient la médecine traditionnelle chinoise ne sont pas allés à la racine de la philosophie d'Extrême-Orient, qui est d'une très grande simplicité et qui ouvre toutes les portes. Or, on va mettre des connaissances dans la tête des gens avec de la complexité. Et voilà, je me souviens des mots d'Oshawa qui expliquaient que
ils ne comprenaient pas en fait que les Occidentaux soient dans cette grande complexité et n'arrivent pas à toucher cette simplicité. Bon, c'est assez simple à voir, hein, c'est l'Orient et l'Occident, donc on est bien sur deux faces opposées. Il y en a un qui a des possibilités, l'autre qui en a d'autres, puisqu'en fait il ne faut pas dire qu'il y a une chose non plus qui est moins bien ou meilleure qu'une autre, c'est juste que la vision est différente. Et ça c'est dû au positionnement sur la planète. Hémisphère nord, hémisphère sud, on a aussi des positionnements qui sont différents, donc les gens ne vivent pas les choses de la même façon dans l'hémisphère sud et dans l'hémisphère nord. Donc voilà, ce contexte de manque de visibilité, d'ego qui est complètement refermé sur lui, de solitude, comme je l'ai déjà expliqué dans pas mal de vidéos, eh bien en fait, ça crée un petit peu ce qui va se passer autour de nous aujourd'hui et que l'on peut observer. Voilà, je vous incite vraiment à observer ce qui est en train de se passer autour de vous et aussi en vous, puisque quelque part, le monde, c'est vous. Et c'est vraiment rentrer dans cette forme de connaissance où on vous donne un petit peu d'informations, le minimum nécessaire pour la vie, le yin et le yang par exemple, et ça vous permet d'observer tout ce qui est autour de vous de façon relativement simple. Donc cette observation du monde qui est autour de moi, elle me montre quoi aujourd'hui? Elle me montre quoi? Elle me montre que dans les interactions humaines aujourd'hui, eh bien, il y a ce manque de spontanéité. La spontanéité a disparu. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que tout est serré, bloqué. Or, la spontanéité, c'est quelque chose qui est ouvert. C'est-à-dire que quand c'est bloqué, par exemple, il y a des règles. Vous avez, plus on avance dans notre société, plus le nombre de lois et le nombre de textes est grand. Ce qui veut dire qu'il y a c'est de plus en plus restreint quelque part. Et ça, c'est la fixité. Comment je vais agir dans ma vie? Est-ce que c'est la vie qui agit à travers moi, dans le sens c'est la magie de la vie, ou est-ce que c'est la magie opérative de l'ego qui agit dans la vie, dans le sens où ce n'est pas une spontanéité qui est en train d'agir, mais c'est un mode de fonctionnement, ce sont des règles, c'est un couloir qui agit, et cela explique que vous avez un mode de fonctionnement qui est complètement, je dirais, droit. Alors il y en a qui cherchent le droit parce que quelque part quand tout est droit c'est rassurant, c'est ce que je vous explique dans les vidéos sur la psychologie, c'est tout simplement que quand tout est droit, tout est carré, tout est dans un couloir, et bien c'est simple, il n'y a rien qui peut sortir de droite et de gauche, c'est un couloir, donc tout le monde est rassuré et nous allons après, vous allez voir, tomber dans les groupes parce que le but des groupes c'est vraiment cette peur collective qui pousse à l'instinct grégaire du groupe qui a un effet rassurant. Donc cette spontanéité, plus vous l'avez dans votre vie, plus vous êtes sorti, je dirais, du piège qui est tendu aujourd'hui par le cycle que l'on est en train de vivre. Donc cette spontanéité, je prends souvent cet exemple-là où vous avez des personnes qui réclament de l'argent dans la rue, hein, c'est ce qu'on a ici au Brésil, on trouve régulièrement des personnes au feu, des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Et en fait, ça reste quand même dans la nature brésilienne de donner un petit peu d'argent spontanément à ces personnes-là. Alors bien sûr, elles vous donnent des petits cacahuètes en échange, mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est de partager ce que j'ai avec l'autre. Et vous allez me dire, oui, mais Sébastien, tu donnes des trucs à chaque fois que tu passes au feu? Ben, je vous dirais non. Je vais essayer de... Enfin, je réfléchis même pas, en fait. C'est spontané, dans le sens où des fois je donne pas. Et je réfléchis pas si c'est bien ou si c'est mal. C'est ça la spontanéité. C'est de sortir aussi du bien et du mal, dans le sens où ça sort. Voilà, c'est tout. Et c'est fluide. C'est pas avec une règle qui fait sortir vers un endroit ou vers un autre. Ce qui fait que du coup, votre vie, elle est complètement ouverte à tout ce qui se passe et tout ce qui va se passer. Et vous êtes même ouvert à ce qui se passe et qui descend de là-haut, dans le sens où vous ne savez pas ce qu'est demain. Vous vivez, on va dire au jour le jour, mais vivre au jour le jour, ça ne veut pas dire forcément vivre l'instant présent tout le temps. Dans notre vie, il faut bien prévoir certaines choses. Je dois prévoir de réparer ma voiture, donc je prévois pour la semaine prochaine. Ça fait partie du jeu et ça fait partie de ma spontanéité. Donc vivre
l'instant présent, ça ne veut pas dire forcément ne pas regarder ce qui s'est passé derrière, ne pas regarder ce qui va se passer devant. C'est juste être dans le flot de la vie qui des fois vous fait regarder derrière, des fois vous fait regarder devant, mais pas dans des modes de sécurisation et de sécurité. C'est vraiment ça qui est important à comprendre dans l'instant présent. Peut-être qu'il faudrait faire une vidéo sur l'instant présent, mais c'est vraiment ça qui est important à comprendre. Et là, on rentre dans ces notions de qualité et de quantité, parce que quand je suis obligé de faire un couloir, etc., il faut que je réfléchisse, il faut que je calcule. Et du coup, on est dans cette notion vraiment de quantité. Or, la qualité, c'est vous ouvrez les yeux et vous avez la qualité. Vous n'êtes pas en train de réfléchir, vous n'êtes pas en train de calculer. Donc, toute notion de calcul et de quantité, vous tombez dans le piège du cycle actuel qui est un cycle de quantité où on va tout quantifier. D'accord ? Donc, si vous avez la spontanéité, si vous avez la qualité, si vous ne possédez pas les choses, alors ça c'est vraiment quelque chose, j'ai eu la chance de pouvoir naître avec ça, dans le sens où je ne possède pas les choses, je les utilise à un instant T de ma vie. C'est-à-dire que j'ai vraiment du mal des fois à avoir un objet chez moi que je n'utilise pas. Et je me dis, mais à quoi il sert? Il pourrait servir à une autre personne. Ce qui fait que très facilement, je peux revendre quelque chose qui ne me sert pas. Je ne vais pas accumuler les biens autour de moi, normalement, si je ne m'en sers pas. Donc ça, c'est vraiment une notion qui est difficile à comprendre pour certaines personnes, parce que le fait d'accumuler des choses autour de vous remplit cette grande solitude dans laquelle nous sommes, et du coup, c'est des cacahuètes dans votre bocal. Et du coup, vous êtes plus rassuré parce que vous possédez quelque chose, et ce que vous possédez vous possède, dans le sens où en fait, ce qui vous appartient, eh bien, vous lui appartenez. Et ça vous sort de votre solitude parce que vous appartenez à quelque chose. Donc ça, c'est vraiment aussi très important à comprendre. C'est comment vous avez la notion de ce qui, entre guillemets, vous appartient. Que ce soit votre voiture, vos enfants, parce que beaucoup de personnes, eh bien voilà, elles ont une appartenance aux enfants, aussi bien dans un sens que dans l'autre. Et c'est rassurant. Et là, vous verrez qu'on retombe aussi dans les groupes. Et cette notion de possession ou de non-possession, elle est aussi un bon indicateur pour vous, pour savoir où vous en êtes par rapport à ce qui est en train de se passer. Donc si vous n'êtes pas prêt à tout perdre dans le sens d'une technique, mais bien dans le sens que vous ne possédez rien, eh bien tout simplement, voilà, vous êtes dans le flot de la vie, qui vous donne quelque chose à un instant T, qui vous l'enlève à l'instant T plus 1. Et je suis désolé pour mes enfants, mais j'avais essayé de leur faire toucher ça du doigt voilà, quand j'avais 30 ans. Et quand un enfant pleurait parce que c'était son objet, que son frère l'avait pris, j'étais pas très gentil, hein, dans le sens de ce que j'allais faire était difficile pour eux, mais je le prenais et je disais maintenant c'est à toi, et ben regarde, je te le prends, maintenant c'est plus à toi. Et là ils se retrouvaient face au fait de posséder quelque chose et de sentir ce que ça crée, le fait de posséder quelque chose. Alors je sais pas si ça leur a servi ou pas, j'ai l'impression quand même qu'ils sont très fluides par rapport à certaines choses dans leur vie. Alors il y en a d'autres où ils sont un peu coincés, mais sur ces choses-là, ils sont plutôt fluides. Donc j'espère que ça leur a servi et que j'aurai joué mon rôle de leur montrer ma vision de la vie. Parce que ça reste que ma vision, tout ça, hein. Ce n'est que ma vérité. Et j'en ai qu'une partie. Ensuite, on le voit aussi dans les interactions les uns avec les autres, dans le fait d'écouter l'autre, dans le sens où je l'écoute pour le comprendre, et non pas je l'écoute pour y répondre. Dans le sens où moi je suis formaté, il me dit quelque chose et je vais lui rebalancer ce que je pense. Alors, c'est pas un exercice facile, parce que en fonction du rôle que l'on a à jouer, c'est pas évident toujours de faire qu'écouter l'autre. Écouter l'autre, moi je peux le faire, c'est facile, je peux le comprendre, je peux l'écouter, etc. Mais souvent, dans mon formatage, dans ma programmation au niveau, ça je vous en parle dans le design humain, mais de votre individualisation, eh bien, il y a quelque chose qui me pousse toujours à corriger ce qui est coincé. Et du coup, c'est vrai que je vais toujours avoir tendance, j'ai bien écouté la personne, j'ai tout intégré tout ce qu'il m'a dit, je refuse rien, et je vais aller directement vers le fait de montrer les choses différemment. Donc ça, c'est pas une déformation, c'est juste une baguette magique qui a été donnée. Soit vous l'utilisez à bon escient, soit vous l'utilisez à mauvais escient, c'est toujours la même chose, hein, c'est 0 ou 1. Soit c'est destructif, soit c'est constructif. Donc la vie nous a donné
des choses qui peuvent être constructives, qui sont puissantes et qui peuvent être aussi négatives. D'accord? Donc une personne peut utiliser la même baguette en magie blanche ou en magie noire. Donc écoutez l'autre, ça vous permet aussi de savoir où vous en êtes par rapport à ça. Ça vous permet de comprendre, d'observer et pas forcément d'imposer les choses. Chacun a sa vision, ça fait partie du jeu. L'important, c'est de maintenir votre individualisation par rapport à ce qui se passe. Ou du moins de voir si vous êtes individualisé ou pas. Et donc, nous en arrivons à la formation des groupes. Et si nous regardons bien aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de groupes qu'aujourd'hui. Observez, regardez un petit peu ce qui se passe autour de vous. Vous avez Facebook. Facebook, c'est que vous créez un groupe d'amis, par exemple. Vous avez Instagram, les groupes motorhome, et donc les camping-cars. Vous avez un groupe pour telle personne. Voilà, c'est se rejoindre vers quelque chose qui est commun. Vous avez les groupes en politique aussi, d'accord? Quand on vous parle un petit peu de ce qui est en termes de synarchie et les autres modes de fonctionnement, vous verrez qu'il n'y a pas vraiment deux groupes, dans le sens où il n'y a pas un groupe qui veut diriger quelque chose. Or, en politique, le but, c'est de diriger quelque chose. Et c'est pas comme ça que cela fonctionne. Alors, on prend le rôle de l'empereur, on prend le rôle d'un roi, parce que lui, il est en dehors des groupes. Et du coup, effectivement, il est là pour être juste l'interférence entre en haut et en bas. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les castes dans la synarchie, mais j'appelle pas ça forcément des groupes, ce sont des qualités, des gens qui sont réunis par des qualités. On regarde un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Pascal vous rabâche ça par rapport aux nations. Et effectivement, les nations, c'est vraiment un groupe de personnes qui se mettent ensemble. Et le but, c'est quoi? C'est ce que dit Bertrand Russell. Hein, c'est d'exprimer la cruauté envers ceux qui n'appartiennent pas au groupe. Voilà. Et ça, c'est vraiment très important de le comprendre aussi. Pourquoi ces groupes existent? Eh bien, maintenant que vous avez compris que nous sommes dans une grande solitude, au milieu de ce bocal nous protège de ce qui nous fait peur. C'est pour ça que Russell avait raison et c'est pour ça que j'ai aimé sa proposition qui était la peur. Et ce n'est pas la peur collective, c'est la peur de chacun qui est partagée collectivement, effectivement. Et ce bocal, quelque part, il est là pour représenter vos peurs et votre mode de fonctionnement pour vous en protéger. Et quand plusieurs personnes ont la même peur, eh bien en fait elles peuvent être dans le même bocal. D'accord? Et quand elles sont dans le même bocal, elles sont ensemble, donc elles sont moins en solitude. Et puis surtout ce qui va se produire, c'est que le bocal va se renforcer parce qu'ils sont nombreux. C'est cet instinct grégaire, c'est quelque part votre instinct de survie normalement purement animal, que quand on est en groupe, on est plus fort en termes de matière, de physique. Et vu qu'on est poussé à la matière et à entrer dans les profondeurs de la matière, eh bien c'est normal que nous ayons ces phénomènes de regroupement en groupe. Et donc ce que nous voyons aujourd'hui, c'est vraiment ça, que ce soit les Édomites, les Khazars, les New Agers, et voilà, et chacun est en train de fonctionner dans un but de ne plus avoir peur, c'est-à-dire supprimer ce qui fait peur, et donc d'entrer dans la lutte ouverte avec ce qui est autour de lui. Alors vous avez ceux qui sont en lutte ouverte, c'est ceux qu'on voit souvent le plus, et puis dans le New Age, je vous avouerai qu'on est dans la fuite, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la lutte, on est dans l'amour, on est dans la vie, on est dans tout ce qui est beau, on est dans le cœur, on est dans tout ça, et là on est vraiment pour moi dans une fuite, parce que la vie c'est aussi la bagarre, d'accord? Ce qui ne veut pas dire qu'on doit être toujours en bagarre, mais ça veut dire qu'on est capable d'entrer dans la lutte aussi à certains moments, et à des moments qui ne sont pas décidés par notre ego, mais qui sont décidés par ce qui est au-dessus. Et pour moi, il y a vraiment une grande différence à ça. J'ai toujours dit que s'il y avait une guerre, eh ben, j'irais me planquer dans une forêt, parce que pour moi, elle serait sûrement pas juste. Mais par contre, que si un jour il y a une guerre qui est juste, eh bien, j'irai faire la guerre, et je n'aurai aucun problème à ce genre de choses. Donc voilà, il faut comprendre que cette dimension de la philosophie d'Extrême-Orient, elle est vraiment dans l'intégration
du monde dans sa dualité, dans ces deux faces qui sont réunies par une seule chose. Alors certains l'appelleront Dieu, d'autres l'appelleront d'autres façons, ça n'a pas d'importance. L'important c'est de fonctionner dans quelque chose qui semble le plus juste possible. En sachant qu'il y a des moments où c'est pas juste, et ça fait partie de la vie aussi. C'est pour ça que je n'ai aucun problème avec tout ce qui se passe autour de moi, dans le sens où ça fait partie et c'est juste. Dans le sens, c'est juste au niveau de la vie. Blablabla, blablabla. Je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup d'habitude dans la vie normale, hein, sachez-le. Généralement, je ne parle pas, très peu. Mais c'est vrai que dans les vidéos, j'ai tendance à me lâcher un peu. C'est pas que j'ai rien à dire, hein, mais bon, voilà, j'ai tendance à pas trop partager, sauf si on me le demande. Voilà, généralement, je fonctionne comme ça. Si la vie m'invite à me demande quelque chose, je le fais. Si la personne me demande quelque chose, je le fais. Mais vous ne me verrez pas normalement m'exposer trop par rapport à tout ça. Donc, nous entrons dans une perte de l'individualité. Dès que vous allez entrer dans un groupe, vous allez suivre des règles. Et ces règles, si vous ne faites pas partie du groupe, vous allez vous faire éjecter du groupe. Donc, si vous êtes dans le groupe parce que vous avez peur, vous pensez bien que vous allez accepter les règles du groupe. Donc, ça ne veut pas dire qu'un groupe n'a pas le droit d'exister, c'est-à-dire des personnes qui se rassemblent parce qu'elles ont les mêmes qualités et non pas les mêmes quantités de peur. Et par contre, vous rentrez dans un groupe et vous êtes capable de sortir. Dans votre individualité, il n'y a aucun problème à entrer et sortir d'un groupe. Il n'y a aucun jugement à avoir, à être à un endroit et à un autre. Vous n'êtes pas obligé d'être toujours au même endroit. Donc si votre individualité n'arrive pas à s'exprimer, ce qui est vraiment le cas aujourd'hui, l'individualité, elle est dans le fait de l'individualisation de mes qualités et de mes défauts, bien sûr, dans la vie. Et cette individualité, c'est la vie qui se vit à travers vous, à travers votre individu. Or, le fait de créer des groupes dans la peur, etc., vous fait perdre cette individualité. Et qu'est-ce qui va en sortir? L'individualisme. Parce que c'est bien gentil d'être dans un groupe, mais ça déséquilibre quelque chose à l'intérieur de vous, et ça va vous pousser à l'individualisme. C'est-à-dire que l'individualisme est la face de l'ego, je dirais, et l'individualité est votre face Bouddha, c'est-à-dire ce qui fait votre différence les uns par rapport aux autres, sans vouloir bouffer les autres. Or, dans un groupe, vous êtes là pour vous protéger, donc soit attaquer, soit fuir, peu importe, mais vous fonctionnez dans un mode qui est comme ça. Donc, j'aime bien prendre l'exemple aussi de la famille, puisque quelque part, la famille, c'est un groupe. Alors, j'ai eu la chance, si on peut dire, de vivre dans les familles recomposées. C'est-à-dire que moi-même, je suis issu d'une famille recomposée, et ensuite, j'ai pu vivre 2 familles recomposées. Et j'ai pu étudier de très près cette notion de groupe. Il faut comprendre qu'une famille, c'est un mode de fonctionnement qui est dicté par les parents. Donc si les 2 parents sont ensemble et ont les enfants, eh bien en fait, généralement, ils vont dans la même direction. Donc ils vont créer un bocal, des règles qui leur sont propres à cette famille-là, et qui met tout le monde en sécurité. D'accord? Du style, pas mentir, ou pas s'énerver. Voilà, des choses comme ça. Et puis quand vous cassez les familles, eh bien tout simplement vous regroupez 2 familles différentes, et pas forcément avec des modes de fonctionnement pareils. Donc du coup, ça va créer des chocs de bocal, et c'est toute la difficulté des familles recomposées, où en fait on est dans des modes de fonctionnement qui sont différents, rassurants pour les autres, et pas du tout rassurants pour l'autre famille. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très difficile de vivre en famille recomposée, sauf si vous avez la chance de tomber sur une autre famille recomposée avec le même bocal. Donc moi j'ai eu la chance d'expérimenter les deux, dans le sens où vraiment les bocaux étaient vraiment différents, où ils étaient relativement proches, et quelque part, voilà, ça crée quelque chose où vous voyez une famille recomposée, vous dites « Oh, c'est magnifique, comment ils font ?» Bah, c'est tout simple, ils vivent dans le même bocal. Donc du coup, ils arrivent à recomposer une famille dans le même bocal. Et puis vous avez des familles recomposées qui galèrent, tout simplement parce qu'elles fonctionnent. Elles n'ont pas des modes de fonctionnement à la racine des enfants qui sont identiques. Donc la famille, au départ, est faite pour créer une petite collectivité, quelque part, où on va se rassurer les uns les autres face au monde qui est autour de nous. Alors les parents ont des peurs, et du coup, ils ont créé un mode de fonctionnement qui va être le mode de fonctionnement de la famille.
Or, quand on prend les familles italiennes, eh bien, on vous parle beaucoup des Édomites dans ces vidéos, et on a tendance à se centrer effectivement au niveau de l'Italie. Eh bien, effectivement, la famille italienne est ce qu'on peut faire de pire en termes de groupe et de protection. Et c'est pour ça qu'ils véhiculent et qu'ils transfèrent ça à tout le monde, puisque quelque part c'est eux qui ont le pouvoir en ce moment. Et maintenant vous comprenez mieux pourquoi les Édomites sont au pouvoir en ce moment, tout simplement parce que ils fonctionnent dans un gros bocal depuis sûrement très très longtemps, d'accord? Et c'est pour ça que la vie a favorisé ce type de personnes pour être en fait l'acteur principal et je dirais presque le directeur de troupeau de ce qui est à vivre aujourd'hui. Alors c'est la même chose avec les Khazars, mais sur la version, on va dire, inversion spirituelle, dans le sens où ce sont des guides inversés spirituellement, et là on est dans un mode de fonctionnement plutôt, je dirais, en termes de magie et d'anti-magie, comme je vous l'expliquais dans la vidéo que j'ai fait sur la magie. Je vous invite vraiment à la regarder parce qu'elle est importante. La magie de la vie face à la magie de l'ego. Et donc la magie de l'ego, eh bien ce sont les Khazars. Et puis la matérialité de l'ego, eh bien ce sont les Édomites. Voilà, vous avez les deux faces de cette énergie puissante que l'on vit aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on peut les retrouver. Et on retrouve ça dans les groupes, avec une famille, par exemple, italienne, qui est un groupe et qui fonctionne en mode de survie. D'ailleurs, les Polonais aussi, si on regarde bien, quand vous allez, par exemple, aux États-Unis, la mafia d'une certaine époque, la mafia de l'Est, la mafia italienne, eh bien, c'est des choses vraiment qu'on retrouve et qui sont quand même très, très importantes. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour aujourd'hui. Alors maintenant, vous prenez un stylo, vous prenez votre feuille, et puis vous allez écrire dans quel groupe vous êtes. Et puis vous allez voir que plus il y a de groupes dans votre vie, et plus vous avez tendance, il est possible à fonctionner dans dans un système qui ressemble un petit peu à ce que j'ai exprimé. Ou alors, vous êtes juste un papillon, vous allez dans un groupe, vous allez dans un autre, mais vous ne subissez pas quelque part le bocal du groupe. Parce que souvent, il y a quand même un gros bocal derrière le groupe. Voilà. Ça, c'est important, que ça soit en termes de philosophie, hein, celui qui va être à fond dans un groupe philosophique particulier, eh bien, il y a toujours ce piège du groupe, de la peur et de fonctionner dans un système. Je pense par exemple à la franc-maçonnerie, où si vous allez dans la franc-maçonnerie tout simplement parce que vous avez peur, eh bien, quelque part, la franc-maçonnerie va vous rassurer, dans le sens où, oui, effectivement, elle est faite normalement pour fonctionner dans un certain sens, avec une certaine vision. Et soit vous êtes dans une bonne franc-maçonnerie qui ouvre complètement tout, soit vous êtes dans une franc-maçonnerie inversée, et là vous vous retrouvez dans un groupe où on vous enferme parce que vous avez peur, et du coup il va se passer, à mon avis, plein de choses pas très intéressantes pour vous. Voilà pour aujourd'hui. Aujourd'hui il fait beau, on a l'impression que c'est presque l'été français au Brésil, alors que nous sommes en plein hiver. Nous avons eu droit à des couchers de soleil splendides ces derniers jours. Magie de la vie, encore une fois. Ouvrez les yeux, observez ce qui se passe autour de vous. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Et puis, passez une bonne fin de journée en France, puisque vous allez arriver un petit peu plus en fin de journée quand la vidéo sera postée. Et puis, bonne journée aux Brésiliens qui peuvent m'écouter en français. Ciao, ciao, bye bye.